Eh bien, salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo, alors qui sera sans doute un fréquence ou pas, je ne sais pas, j'ai perdu mon ami Zazel en route, mais c'est pas grave, j'ai décidé d'assurer quand même une vidéo pour vous, pour parler de sujet. On avait un petit plan avec Zazel de parler sur quelque chose qui est à la fois tech, science, un peu de science-fiction, mais crédible, bon, ou pas, hein, d'ailleurs, on va voir, et tout ça dans l'espace. Alors, je vous rassure, c'est pas une nouvelle orientation de la chaîne. Je pense que c'est des petits HS comme ça qu'on aura envie. En fait, c'est les articles hein, et les sujets qui sont abordés qui m'ont un petit peu chauffé, je vais pas vous mentir. Et donc on va voir hein, les personnes qui sont férues de tout ce type de sujets. N'hésitez pas, hein, à mon avis, il va y avoir peut-être des boulettes qui seront sans doute plus liés aux articles qu'à ma propre personne, mais peut-être aussi je participerai à ces ensembles de boulettes et ça peut être très cool. On va démystifier ça ensemble. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement, regardez, tac, on va parler d'espace les amis, et on va parler de deux sujets. En fait à la base il y a un sujet qu'on avait décidé d'aborder avec Zazel qui nous avait bien chauffé, c'est l'hibernation artificielle. Mais vous allez voir qu'avant de parler de l'hibernation artificielle, eh bien je trouvais ça connexe de mettre ces deux news en parallèle, parce que je trouve qu'elle s'imbrique dans une idée globale et qui va nous ramener aux plus grandes heures de tout simplement les films de science-fiction qu'on a connus, The Passenger, je vais y arriver, The Passenger, il y avait aussi Interstellar, voilà, que je cherchais, Avatar aussi également, où il y a une partie un petit peu dans le premier, où voilà. Et en fait, tout simplement, c'est de plus en plus notre envie, à nous les hommes, et notre urgence, peut-être aussi, malheureusement, de partir à la conquête de l'espace. Alors pourquoi on en est là? Tout simplement l'urgence, parce que si on n'arrive pas à inverser la tendance sur le réchauffement climatique, eh bien on risque de devoir un jour, peut-être, pas tous, hein, j'imagine malheureusement, mais en tout cas qu'une partie de la race humaine risque de devoir s'en aller de la planète, parce qu'elle deviendra peut-être invivable. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas. Je pense que en vrai, je suis plutôt du style à dire qu'il faut essayer d'inverser la tendance de sauver les meubles plutôt que d'essayer d'aller sur d'autres planètes pour devoir s'y adapter. Je pense que ça va être très difficile, hein. On parle beaucoup par exemple de Mars qu'on va aborder ici, mais très clairement vivre toute sa vie dans une combinaison et seulement pouvoir vivre en intérieur sans combinaison, je pense que ça va être très très dur comme manière de vivre, parce qu'on est habitué à sortir, prendre l'air, voilà, on est des gens qui aimons sortir. Alors les streamers peut-être un peu moins, les gens comme nous enfermés tout le temps H24 peut-être un peu moins, quoique moi j'aime beaucoup sortir, faire des événements. D'ailleurs il y en aura bientôt sur cette chaîne, des choses se passent, mais globalement eh bien on est quand même, je pense, dans une idée de devoir aller essayer de s'émanciper. L'homme a conquis des territoires sur la Terre. Peut-être que le sens de l'histoire, ce sera d'aller conquérir des endroits dans l'espace, en tout cas de s'y implanter. J'espère que fort de notre... et je terminerai ce petit point un petit peu... comment dire, faire la morale, j'espère pas, mais en tout cas... j'espère qu'on aura appris de tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, sur cette planète, avec tous ces siècles, la colonisation, tout ça, de prendre des terres à d'autres peuples et tout ça, qu'on ne réitérera pas ce genre de choses, et qu'on arrivera à trouver des planètes plus ou moins vides, on va dire, où on pourra prendre une petite place sans forcément s'attaquer à un autre écosystème qui est déjà en place pour notre bon confort et pour notre envie de dominer. Voilà, bon, écoutez, allez, on démarre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est cool, il y a de la techno du coup ici, mais pas de la techno que je maîtrise forcément. Mais on parle d'un objectif pour Mars 2030. Je vous cache pas que moi c'est assez ouf. Alors il y a Elon Musk qui faisait des plans sur la comète. Je ne sais pas trop comment me situer par rapport à cette déclaration. Je sais que c'est un homme qui a souvent tendance à exagérer et qui a souvent tendance à vendre un peu de rêve sur ses prédictions, sur Tesla, sur plein d'autres sujets. Quand on lit un petit peu sa biographie, qui est non officielle d'ailleurs, je crois, on commence à connaître le personnage et on voit que, quand il vous dit ça sera prêt dans 5 ans,
En fait, c'est des délais qui sortent de sa tête et uniquement de sa tête. Et qu'en fait, il faut compter le triple, peut-être, parfois. Mais du coup, voilà, là, ici, il n'est pas question apparemment de parler de SpaceX dans l'histoire. On est vraiment sur eh bien, d'autres organismes. Et je vais vous dire, en gros, de quoi on parle? Eh bien, on parle que ce sont des vœux, tout simplement, viennent du Pentagone et de la NASA, qui veulent atteindre cet objectif pour 2030. Et pour ça, ils ont signé un partenariat avec le ministère de la Défense des États-Unis pour développer un moteur spatial à fission nucléaire. Alors, j'ai vu des articles popper récemment sur cette histoire de fission nucléaire. Je maîtrise que dalle, mais il y a eu des avancées. Je sais juste qu'il y a eu des choses et carrément, genre des grosses avancées qui risquent d'étendre le champ des possibles avec cette technologie. Et du coup, en fait, pourquoi on parle de ça? Et du coup, vous voyez le titre déjà qui spoil, seulement 45 jours de voyage pour aller sur Mars. Alors, je vais vous donner donc la chose. Il faut savoir que pour aller sur Mars actuellement, d'après ce que j'ai compris, dans les meilleures conditions possibles, on est sur 6 à 9 mois de voyage qu'il faut compter pour aller sur Mars. Alors qu'ici, on nous promet 45 jours, tout simplement avec une future nouvelle génération de fusées. Alors, tout ça, ça s'annonce comment? Eh bien, tout simplement, grâce à un système de propulsion nucléaire qui va avoir un gros avantage. Déjà d'une, qui va rendre les contrôles des appareils beaucoup plus réactifs, en tout cas des engins spatiaux, et surtout aussi qui va permettre un gain de place. On parle carrément d'économiser la moitié du carburant par rapport à ce qu'on fait maintenant avec donc la propulsion nucléaire versus la propulsion avec du carburant qu'on utilise actuellement. Et vous le savez, en fait, les grosses problématiques des fusées aujourd'hui, c'est que tout prend énormément de place et qu'en fait, vu que la partie qui permet de faire propulser la fusée eh bien, est vraiment une problématique parce que c'est ce qui prend le plus de place. Ici, on a réussi déjà un petit peu l'exploit de diminuer ça grandement, ce qui va justement permettre plein de choses. Alors du coup, comme je vous le disais, du coup, vraiment en 2030, on n'est plus à envoyer des robots, des choses comme ça c'est déjà fait. Là, on parle vraiment d'envoyer des humains en 2030 sur Mars. Et du coup, eh bien, si on met en annexe aussi, enfin, on combine ce côté avec cette avancée de nouvelles propulsions qui, de 1, nous feront gagner du temps et de 2, vont nous faire économiser de la place. Il faut savoir que du coup, eh bien, on va pouvoir libérer cet espace pour pouvoir y mettre, par exemple, les premiers robots qui seront sans doute avec des tailles bien plus imposantes, parce que là, on a envoyé des petits trucs qui sont quand même assez grands, mais on n'est pas sur des robots super imposants. Et là, du coup, le fait de pouvoir mettre des robots, des machines super imposantes va nous permettre de préparer tout simplement le terrain pour les humains. Typiquement, pourquoi pas mettre un robot qui sera capable de créer des habitations. Faut le savoir, enfin, l'article ne le mentionne pas, mais je me fais la réflexion là dans ma tête. Vu qu'on commence à savoir imprimer en 3D carrément, parfois aussi des immeubles, en tout cas des habitations, il se pourrait que en combinant avec un petit robot qui serait capable de faire une impression 3D, 3D, oui c'est ça, physique, et bien d'une habitation, si on trouve la formule, c'est tout bénef, ça nous fera, pourquoi pas, avancer grandement sur la situation. Il n'y aura pas besoin d'être humain pour gérer tout ça, et ça se fera automatiquement. Alors, il faut savoir que le système de propulsion nucléaire, il a été baptisé Draco pour Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation. Voilà, mon anglais étant pourri, on va partir sur Draco, si vous le voulez bien. Faut savoir, les gars, que je vous ferai participer juste à l'article. Je vous donne l'ensemble des informations là que j'ai. Du coup, comme ça, après, je veux prendre vos avis tranquillou. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a 22 millions de dollars. Je trouve ça super peu, en fait, quand on sait les dimensions qu'ont ces opérations.
en vrai, quand on voit qu'il y a des films voilà, qui font des recettes et qui font même des fois des budgets dépassant allègrement, je crois que j'avais entendu dire, par exemple, là, parce que j'écoutais une vidéo ce matin où on parlait du futur Astérix là, qui va sortir au cinéma. Pour vous donner un exemple, je crois que c'est 120 millions, je crois, de budget. Genre, pour la France, c'est un truc de ouf. Pour les États-Unis, c'est pas. Voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup mieux. Il y a certaines super productions, genre les Marvel et tout, ça dépasse largement. Du coup, il donne donc 22 millions de dollars donc, à une société qui s'appelle Atomis pour créer le réacteur, enfin pour développer le réacteur, et 3 millions à Lockheed Martin et Blue Origins. Donc Blue Origins, si je dis pas de bêtises, c'est la société de Jeff Bezos. Normalement, ouais, c'est ça, hein, parce qu'il y a Virgin aussi qui était là, mais là c'est Blue Origin, donc c'est Jeff Bezos, l'ancien ou encore celui qui est affilié à Amazon, hein, le papa d'Amazon. Et donc voilà, et donc tout ça en fait c'est parti quand même à la base. Alors pourquoi on en est arrivé à cette méthode de propulsion nucléaire, c'est que eh bien, l'Académie nationale des sciences d'ingénierie et de médecine américaine, ils ont fait des études et ils ont dit en gros, conclusion, je reviens sur l'objectif de départ, qui est fait par le Pentagone et la NASA, c'était de dire, vous voulez aller sur Mars en 2030, vu les efforts que ça demande, très clairement, il faut utiliser les moteurs à propulsion nucléaire. On gagnera beaucoup plus de temps, 45 jours. On pourra envoyer les gens de manière voilà, donc, plus rapide, ça sera beaucoup plus tenable que de demander à des astronautes de se taper, parce qu'il y a encore 6 mois, 9 mois d'aller, potentiellement de faire des trucs là-bas sur place, et de revenir. Genre l'astronaute qui a une famille et tout, là, je pense qu'il peut dire bon... Bon, hein, on va arrêter tout ça, on dit au revoir aux enfants, on dit au revoir à madame et on laisse tout sur place. En tout cas, on laisse son conjoint et sa famille et tous ses amis sur place. Et c'est un aller qui va être très très long, quoi. Je pense qu'on sera parti sur des années. Donc là, du coup, 45 jours, c'est carrément jouable. Hein. Du coup, on peut imaginer des missions sur un an. Parce qu'après, 45 jours retour, voilà, tout comme ça c'est largement plus jouable. Alors en fait, l'idée donc c'est de remplacer la chambre de combustion par le fameux réacteur nucléaire. Et du coup en fait ce réacteur nucléaire il marcherait avec un combustible qui est ni plus ni moins que de l'hydrogène liquide. Et en fait on a découvert que ça nécessitait beaucoup moins de stock que pour le carburant. J'ai pas de détails sur l'article malheureusement, mais j'ai l'impression que pour moi l'hydrogène liquide il va principalement servir à, j'imagine, à refroidir donc du coup justement ce réacteur nucléaire qu'il y aura dedans. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour 1000 tonnes de carburant, qui est à peu près, d'après ce que je comprends, la quantité nécessaire pour aller par exemple sur Mars, eh bien il n'en faudra que 500 tonnes d'hydrogène liquide. On divise quasiment par deux, enfin on divise par deux. Je pense que là c'est un peu simpliste, mais il disait au moins la moitié, donc on ne doit pas être très loin. Et voilà quoi, donc du coup l'article est en train de montrer les nouveaux objectifs de la NASA, du Pentagone et tout ça. Et là on n'est pas du tout hein, sur SpaceX et tout ça, donc ajouter à cela peut-être des fusées réutilisables, ça serait super cool. Alors par contre, c'est toujours pareil dans ce genre d'article, c'est qu'on vous chauffe là hein, avec un super titre, donc qui vient de Siècle Digital, hein, je donne le nom de l'article, le nom du média pardon, qui dit hein, vraiment objectif 2030, un moteur à propulsion, petit sous-titre, seulement 45 jours pour aller sur Mars, on vous explique le procédé, on vous met vraiment toutes les notions pour vous dire que c'est crédible, et à la fin, ascenseur émotionnel, on redescend, donc c'est pas un 1er avril non plus, mais on nous dit un truc, c'est qu'à la fin on nous finit par nous dire c'est pas sûr que ça marche. Ah d'accord, ok super, mais bon il faut essayer, donc ça c'est une bonne chose. Mais pourquoi c'est pas sûr que ça marche, c'est que déjà il faut que le procédé en lui-même soit validé, et on parle d'ailleurs d'une démo qu'on espère nous faire en 2027, et les problèmes hein, qui vont être amenés donc avec le pas sûr que ça marche, c'est que déjà le nucléaire c'est quand même un petit peu dangereux, parce que voilà hein, on va propulser un réacteur nucléaire, faut quand même se mettre ça dans la tête.
dans l'espace. Il faut savoir que si ça pète, alors moi je sais pas, encore une fois, je vous donne vraiment mon ressenti par rapport à moi, mais si ça pète, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, est-ce que ça atomise Parce que bon, du coup, nous, en tant que personne lambda, on se dit juste, bah oui, en fait, nucléaire égale bombe nucléaire, donc si ça pète, il faut voir quelle sera l'étendue des dégâts. Hein. Si ça pète au lancement, quelle va être l'histoire. On nous parle aussi également du point de vue écologique, bah, quels vont être un petit peu bah, les dégâts sur l'écologie, quels seront les tenants et les aboutissants sur ce sujet-là qui est aujourd'hui super, selon moi, super délicat. Sachant que quand même, mine de rien, je vais prendre un ton un peu provocateur et vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais selon moi, s'attaquer un petit peu, enfin je veux dire, si on fait des tirs très rarement pour ce genre de choses, pour nous aider à nous émanciper, à nous trouver un plan B pour s'il faut partir, je pense que c'est quand même malheureusement et c'est acceptable dans le sens où on se dit bon, écologiquement c'est pas terrible, mais par contre, il faut que ça reste genre, dans ce cas-là peut-être très rare comme utilisation. En attendant, on peut utiliser pour d'autres types de lancements, type les satellites au-dessus de nous qu'on met pour qu'on ait internet et des choses comme ça, utiliser plutôt de toute façon tout ce qui est en orbite, j'imagine, on utilisera du combustible normal. Mais voilà, il faut vraiment, je pense, mesurer l'utilité d'un tel voyage avant de lancer des fusées avec ce type de choses, si écologiquement ça a un impact lourd. Voilà. Donc c'est autre chose que le mec qui prend sa caisse et qui va rouler, qui fait même un voyage, je ne sais où, quoi. Voilà, et le dernier... non, bah du coup j'ai tout dit au niveau des dangers, et que du coup, voilà, ils attendent une démo en tout cas en 2027. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Est-ce que c'est un truc qui vous botte? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle un petit peu? Moi, je suis pas... Je suis ça de très loin. Je crois qu'il y a la chaîne de l'espace que je suis. Mais parce que vraiment d'un œil de curieux, hein, pas plus que passionné que ça, genre je suis pas à fond dedans de ouf. Mais est-ce que vous, de votre côté, c'est un truc qui vous chauffe? Ou pas du tout, l'espace? Alors, il y a 10 minutes qui nous dit, après on a bien avancé dans les technos de terraformation. Ouais. Moi, je suis quand même un petit peu inquiet pour justement cette extension vers l'espace. C'est vraiment la principale problématique de nous, les êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut encaisser en termes d'isolement, en termes de conditions de vie difficiles, parce que là, on ne parle pas juste d'aller en Sibérie où il fait moins 50, on parle de vivre dans des conditions qui sont totalement contraires un petit peu à notre biologie, à ce que voilà, ce ne sera pas comme partir voilà, dans le désert. Je suis très inquiet sur les premiers, en tout cas, qui risquent de morfler. Et je pense qu'il y a vraiment aussi, pour moi, une problématique à prendre en compte sur l'aspect psychologique, l'aspect physiologique, et même peut-être biologique, pour voir si on est compatible. Moi, en fait, c'est un peu ça ma plus grande crainte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on fait tellement des avancées de ouf. Moi, qui dirait que l'être humain serait capable de faire ça? Tu vois, genre, je veux dire, moi, de mon vivant, de parler d'objectifs de Mars en 2030, genre, juste de l'écrire sur un site qui est pas un site genre le Gorafi, ça me trigger de ouf. Et en fait, je pense que c'est impressionnant, mais que voilà, de dire que l'être humain, en tout cas, vraiment, tout ce qu'on fait en science-fiction, allez, tout d'un coup, on nous parle de trucs comme ça qui s'approchent de la réalité. Et ça me trigue. Mais par contre, est-ce que la limite, ça va pas être notre espèce, en fait, qui risquerait d'être un frein? Je venais justement de vous parler de science-fiction qui se rapproche de la réalité. Peut-être que le second article, lui, va complètement aussi vous chauffer, puisqu'on parle tout simplement d'hibernation artificielle. Est-ce que on n'est pas proche comme je vous le disais, de tous ces films de science-fiction et est-ce qu'on n'aurait pas trouvé, est-ce qu'on serait pas à l'approche même d'une nouvelle manière de faire les voyages spatiaux, et même plus encore, vous allez voir, on va parler de médecine autour de cet article. Je suis désolé pour CNET,
Hein, Cinet qui a son logo en haut à gauche avec mon découpage, et ben le respect est complètement parti, mais je vous donne la source. Hein, c'est donc Cinet qui pond cet article-là. Et du coup, eh bien, de quoi il en parle? Eh bien, tout simplement des chercheurs chinois qui sont de l'Institut de Tech avancé de Shenzhen, donc qui s'appelle le CIAT. Donc voilà, il faut mettre tous les termes que je vous ai donnés en français en anglais. Et qui, eh bien, ont annoncé avoir réussi de mettre des singes en hypothermie artificielle, ce qui est un prérequis à l'hibernation. C'est-à-dire que du coup, là, le titre, il est bien plus ambitieux. Il est donc voilà, on parle carrément d'hibernation. Il faut savoir qu'on est seulement en train de répondre à certaines équations pour peut-être un jour réussir à créer l'hibernation qui, vous le savez, c'est pour ça que je le mettais en corrélation, pardon, avec l'article suivant, j'arrive plus à parler, avec l'article précédent, pardon, celui de mars, parce que du coup, si on met déjà le voyage à 45 jours, c'est top, mais si en plus on peut faire voyager les gens en hibernation pendant ces 45 jours, c'est-à-dire que les mecs ferment les yeux, ils se réveillent 45 jours après, pas de problème de gestion d'ennui, de choses comme ça, de tout ce que vous voulez, et ben c'est tout bénef, c'est tout bénef. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Donc, quand on parle d'hypothermie artificielle, j'ai été quand même chercher. On nous parle, eh bien, tout simplement de faire descendre la température du corps, mais de réussir à conserver les signes vitaux intacts et de plonger les gens. Voilà. Non, l'hypothermie, on va dire que c'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'article? Tout simplement, en fait, c'est qu'on recréerait une situation qu'on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire nous, êtres humains, et d'ailleurs, on parle aussi des primates, on n'est pas capable de vivre en hibernation. Vous le savez, il y a des animaux qui passent l'hiver en hibernant totalement. On parle par exemple de l'ours. Il y a d'autres types d'animaux, mais pour les humains, eh ben, on n'est pas capable de dormir comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce que notre corps il a besoin de reprendre des forces, de bouger, et on a besoin d'avoir des cycles de sommeil plus courts, parce que sinon on ne fonctionne plus. Donc, qu'est-ce que on nous dit? Eh bien que les chercheurs ils ont réussi une hypothermie régulée, donc on ne parle pas encore d'hibernation, on parle de mettre dans une certaine condition favorable à l'hibernation, des animaux qui ne sont pas capables. Ils ont tout simplement réussi à activer un groupe de neurotransmetteurs qui sont situés dans l'hypothalamus. Voilà. Non, l'hypothalamus. Pardon. Pardon. Je vais voir si on peut se le mettre, l'hypothalamus, là, juste parce que j'avais pas pensé à aller voir. Donc, c'est une zone du cerveau, hein. L'hypothalamus, moi, je connaissais ça de nom. Hypothalamus. Allez, hop. À quoi ça ressemble? On va y arriver. Donc il est là. On est ici et du coup c'est cette zone ici qui est proche d'ailleurs de la vision. C'est ce que j'avais vu exactement sur la partie du cerveau. Donc ils ont activé là-dedans des neurotransmetteurs situés dans l'hypothalamus. Et vous allez voir comment ils ont réussi à faire ça. Déjà ça va vous refroidir un petit peu. Je suis con parce qu'il est là en plus. C'est vrai. Tout simplement, ils ont réussi à faire ça via un cocktail, écoutez bien, hein, c'est chaud, cocktail de produits chimiques, alors déjà ça donne envie, qui s'appelle d'ailleurs le clozapine N-oxyde, donc le clozapine N-oxyde, avec un petit zeste de citron, hein, parce qu'il faut toujours la petite tranche. Tout ça injecté, alors si vous croyez que c'était déjà hardcore, c'est passé, injecté à l'aide d'un virus, voilà. Donc un virus, truc qui au premier abord comme ça le terme est pas super engageant, avec un cocktail de produits chimiques. Moi j'ai l'impression qu'on nous dit virus, donc c'est seringue, tac, on te la met dans la tête avec de l'eau de javel et voilà quoi, et en avant Guingamp, et on va voir comment ça se passe. Donc heureusement que les singes, malheureusement, enfin j'espère déjà qu'au niveau des animaux c'est pas trop violent. Moi j'ai fait des vidéos sur Neuralink. Et il faut être très très clair,
Il y a vraiment du méchant bad buzz et des choses très très graves qui se passent du côté de chez Neuralink avec donc l'insert de puces sur les animaux qui ont subi très très cher, qui ont pris cher, qui sont morts des fois dans d'atroces souffrances, pardon. Voilà, donc je vous mets la vidéo, hein, vous allez voir sur YouTube, hein, elle va apparaître la petite fiche pour que vous puissiez aller regarder. Donc déjà moi, bon voilà, après on sait que malheureusement beaucoup d'avancées dans la science se fait avec le concours malheureusement pas toujours en tout cas accepté des animaux. Mais bon, ils l'ont fait, donc on va essayer de continuer là-dessus, hein, passer ce petit interlude, voilà. Moi, je suis quand même sensible à la souffrance des animaux, comme je pense beaucoup de monde en vrai. Et pour le coup, ils ont réussi donc à rendre cet état viable chez ces animaux-là, qui sont comme nous à la base pas faits pour être dans ce type d'état. Et du coup, j'étais en train de voir si j'avais d'autres infos à vous donner. Et on parle beaucoup dans cet article de la torpeur humaine. Alors, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai été voir la définition. Torpeur, c'est diminution de la sensibilité sans perte de conscience. Donc, il faut avoir, pourquoi pas. Du coup, quelles seraient donc du coup les avancées? Bon, faut savoir que l'article nous mentionne que il s'agit d'un bond en avant vers la torpeur humaine. Ils arrivent à maintenir la température corporelle à un niveau suffisant pour survivre en hibernation, comme il disait. Et donc tout ça, ça a quoi comme intérêt? C'est que, eh bien, tout simplement les voyages spatiaux, on peut imaginer donc si on y arrive à faire avancer tout ça vers l'hibernation, à ce que nos astronautes vivent beaucoup mieux leur trajet. On parle de plus de problèmes liés à la pesanteur, vous le savez, il faut être physiquement préparé à ce genre de voyage. Et je salue Boomzy sur le chat, en tout cas merci beaucoup de passer nous voir. J'espère que ce que tu vas découvrir te plaira en tout cas. Et du coup, plus de problème d'apesanteur, plus besoin de se préparer mentalement, physiquement à l'apesanteur, vu que on vous met dans une capsule et hibernation est tranquille. Et il y a un autre gros problème qui serait résolu, et j'en parlais justement dans l'article précédent, qui est vraiment la problématique des fusées d'aujourd'hui, le gain de place. Parce que si tu n'as plus besoin de maintenir tes astronautes éveillés, tu n'as forcément... tu as plus de problème d'espace, puisque tu peux retirer tout ce qui serait salle de loisirs, cuisine. Alors, moi, je me suis posé quelques questions, les mecs. J'ai deux, trois questions là-dessus. Je sais pas s'il y a des gens qui sont calés sur le sujet, mais du coup, plus de toilettes. Comment ça se passe? On va aller très vite casser le délire. Hein, mais je sais que ça va faire ricaner certains, mais est-ce que du coup on voyage en couche et que advienne que pourra avec ce qui se passera là-dedans? Ça serait un peu hardcore, mais pourquoi pas, hein, ça existe. Du coup, c'est des voyages dans l'espace. Il n'y a pas de honte à ça. Et par contre aussi, également, je me suis posé la question pour la nourriture. Comment ça se passe? Est-ce que ça serait... Alors ça peut se régler sans doute par des injections de nourriture par intraveineuse, j'imagine, quoi. Nourrir les corps, donner tout ce qu'il y a besoin là-dedans. Voilà, mais comment ça se... Du coup, il faudrait automatiser le processus, j'imagine, un truc comme ça. Et donc, du coup, voilà. Et si, pour le coup, même notre fameux réacteur nucléaire, la propulsion nucléaire n'aboutissait pas en termes de voyage dans l'espace, on pourrait imaginer que si on trouve des gens volontaires, capables de vouloir aller visiter Mars en prenant 6 à 9 mois de voyage, pareil, voyage beaucoup moins douloureux, pas de problème d'isolement, pas de problème d'être toujours dans le même groupe, quoi. Vous le savez, un peu comme dans les téléréalités, où on enfermait les gens, même dans les love stories, tout ça, où on enfermait les gens, après, au bout d'un moment, de voir toujours les mêmes gueules, d'essayer d'être toujours, d'avoir le caractère le plus lisse possible pour que ça se passe bien humainement parlant, c'est très compliqué, tout ça, de pas avoir peut-être, de moments de s'extraire de tout ça. Donc du coup, ce projet-là rendrait de grands services. On emballerait toutes les problématiques, loisirs,
cuisine, on bazarderait des chambres, des choses comme ça, pour y mettre plus de place, des robots, pour accompagner donc ces fameux voyages, comme on le disait, et préparer le terrain ou des robots qui viendraient assister les humains lors des missions sur Mars. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi également là-dessus, que j'avais pris quelques notes. Je vérifie si j'ai pas de choses. Alors, il faut savoir qu'il y a des alternatives sur lesquelles travaille en tout cas l'espace, au niveau espace, c'est qu'il y a l'ESA. Alors, l'ESA, je sais plus exactement c'est quoi, j'ai pas pris le temps de vous redonner, mais je crois que l'ESA, c'est un peu de chez nous ce truc-là. L'ESA en France, c'est l'Agence Spatiale Européenne. Oui, voilà, c'est ça. Je me disais bien que je connaissais ce sigle, mais voilà, comme ça, il me revenait plus en tête. Et l'ESA travaille lui aussi sur une méthode d'hibernation qui serait tout simplement qui serait tout simplement fait avec autre chose. On parle de alors qu'est-ce qu'ils nous disent eux? En fait, ça serait de l'hibernation contrôlée par une IA et inspirée de l'ours. On reprenait l'exemple des animaux qui sont capables d'hiberner. Du coup, j'ai pas trop le procédé. Je sais juste qu'on parle d'une capsule à l'intérieur où on nous mettrait des néons lumineux, mais vous savez, pour avoir des lumières un petit peu, vous savez, chaque lumière peut influer sur notre perception des choses. Une lumière qui peut diffuser, je sais pas, une lumière un peu orangée, ça sera du calme, du machin. Le bleu, ça sera pour être plus énergique ou autre. Bref, j'imagine. Et du coup, à l'intérieur, l'idée, ce serait de nous conserver à température basse. On parle quand même de moins 10 degrés. Alors, pas moins 10, hein. C'est juste en dessous de 10 degrés. Je regardais mes notes. Voilà, je ne vais pas penser à quand même prendre cette subtilité-là. On parle juste d'un corps en dessous des 10 degrés, ce qui n'est pas chaud. On va pas se mentir. Et d'une humidité élevée pour tout ça. Et après, voilà, on est toujours dans la science-fiction. On parle carrément qu'une IA, ici, contrôlerait tout ce qui serait les actions de routine, typiquement, qu'il y a à faire. J'imagine je ne sais pas si on peut parler, oui, j'imagine d'autopilote. On parlerait aussi également de tout ce qui est gestion d'urgence, tout simplement. S'il y a des urgences à gérer, si les gens dorment, il faut que l'IA puisse se débrouiller. Donc encore une fois, là, je vous annonce, on n'est pas sur ChatGPT, quoi. On est sur un truc, à mon avis, un peu plus costaud. Voilà. Donc voilà en tout cas les travaux qui sont menés. Et du coup, je trouvais intéressant de mettre les deux articles en connexe parce que, tout simplement, c'est impressionnant. Par contre, du coup, il y a aussi une autre application pour cette hibernation, c'est-à-dire que l'espace, oui, ça serait une application, voilà, ça serait un usage qui serait complètement, sur lequel l'hibernation aurait complètement un impact, mais il y a un autre impact aussi non négligeable, c'est la médecine. Et oui, les mecs, la médecine, apparemment, si on arrivait à développer donc cette hibernation, on pourrait, on imagine, il y en a qui parlent de traiter des traumatismes, les traumatismes ou les maladies graves. On l'a vu dans certains films. Je pense notamment à Intelligence Artificielle, que je vous recommande, que j'adore. Je crois que c'est Steven Spielberg, Intelligence Artificielle. C'est un de mes films préférés, en vrai, de ouf. Je veux le film. C'est AI, en fait, je crois, film. Je voulais juste voir, je crois que c'est Spielberg, mais je suis pas sûr. Qui fait ça? AI. Ouais, c'est ça, réalisé par Steven Spielberg, ouais. Avec un petit casting vraiment plutôt cool. Je vous le recommande. Si vous l'avez pas vu, pour moi, c'est une tuerie. C'est un classique. C'est un classique du cinéma. Donc, mais tout simplement, dans ce film-là aussi, on voyait que, quand il y avait des maladies graves qu'on n'arrivait pas à traiter, on plongeait les gens dans un sommeil profond, dans l'espoir d'attendre qu'on trouve, par exemple, la solution, ce qui pourrait guérir les gens, et ça donnait du temps, en fait. L'idée, vraiment, c'est la notion de temps, qui est très importante. On pourrait s'occuper aussi également des soldats blessés, malheureusement, l'actualité nous rattrape là-dessus, mais typiquement, il disait que, par exemple, un soldat qui fait une hémorragie, bim, on le met en hibernation, et on a le temps de peut-être... on peut trouver le temps de
de pouvoir le rapatrier là où il faut pour pouvoir s'en occuper tout simplement. Voilà, et du coup, l'article ne s'arrête pas là, il va encore un peu plus loin, donc on parle d'hibernation, et on nous parle de la cryogénisation dans tout ça. Apparemment, alors là, vous me dites, ouais, là chez Cinet, on a pris de la drogue et pas que de la petite, de la grosse, quoi. Mais en fait, apparemment, c'est vrai qu'il y a des fantasmes qui sont autour de ça de la part de riches transhumanistes, on parle justement. Et donc, eh bien, il y a beaucoup de gens qui... enfin, beaucoup, non. Il y a beaucoup, peut-être, même pas, je dirais même pas beaucoup de riches. Il y a une poignée de riches qui se feraient bien cryogéniser pour pouvoir typiquement se réveiller plus tard dans le futur. Et voilà, de voyager dans le temps. Alors, c'est un peu flippant parce que l'article le dit, et c'est vrai que je crois que j'en ai entendu parler. Il y a vraiment des sociétés qui peuvent vous cryogéniser si vous avez les moyens. Et apparemment, d'après ce que je comprends, il n'y a personne qui a réussi à sortir vivant encore de cette histoire. Donc c'est assez ouf. Mais du coup, eh bien, sachez que on est très loin de cette histoire de cryogénisation. On est plutôt, on se disait plutôt que, eh bien, l'hibernation pourrait aussi avoir les mêmes effets. Mais par contre, moi, la question que je me pose, parce que c'est ce qu'ils disent, hein, ils disent, ils disent, donc alors César, les rares défunts dont les corps, ah oui, parce que c'est des gens qui sont morts. C'est vrai. Alors, je recontextualise, c'est mieux. En fait, l'idée, c'est, vous êtes mort, on vous cryogénise jusqu'à temps qu'on trouve peut-être la recette de la résurrection, ni plus ni moins. Hein, on en est là, hein. Alors attention, ça dérape grave. Et du coup, en tout cas, pour l'instant, ces personnes cryogénisées, elles sont jamais revenues à la vie. Et apparemment, comme il dit, l'article, cela ne semble pas prêt de changer. Mais pour voyager dans le temps, vers le futur, et être certain de se réveiller, peut-être que la solution sera-t-elle d'hiberner. Alors, c'est peut-être présomptueux de ma part, parce que je connais pas non plus le futur. J'ai juste un problème avec ça, parce que du coup, je pense que en fait, c'est notre ami Fabien Soyez, pardon, qui a écrit cet article, qui sans doute se fait un petit kiff en donnant un peu le fond de sa pensée. Je dis pas que voilà, il donne voilà, c'est sa théorie, je pense, là-dessus, qu'il rajoute à l'article. Mais par contre, j'ai l'impression que du point de vue hibernation, on ne règle pas le problème du vieillissement. Donc en vrai, si tu me fais hiberner 300 ans, mais que je suis mort à 90 ans, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Donc la cryogénisation, oui, parce que bon, alors soit t'es mort, soit t'es pas mort, mais on espère pouvoir te réveiller un moment ou un autre. L'hibernation, en gros, bah c'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'empêchera pas que si tu te réveilles et que t'es tout vieux, c'est un peu claqué au sol comme idée. Donc voilà. Et ben en tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de ces articles. Dites-moi, hein, vous, en tout cas. Ce que je vais faire, du coup, eh bien, c'est que je vais vous lire si vous avez un petit peu des avis ou si vous avez peut-être des notions sur ce genre de sujet. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez ça comme moi un petit peu ouf? Après, je sais qu'il y a pas mal d'articles qui sont faits un peu comme ça pour appâter un petit peu le clic et qui en fait ils tordent le bras un petit peu à certaines découvertes pour que ça rentre un peu dans ce type de case. Je sais pas du tout si c'est le cas, je sais pas en fait, mais très clairement, faut savoir qu'il parle ici d'hibernation, mais qu'on est plutôt sur de l'hypothermie régulée. Donc, comme on le disait, on n'est pas encore dans la maîtrise de l'hibernation, on est seulement à remplir des équations qui permettront peut-être un de ces jours de maîtriser ça. Mais voilà. Dites-moi, vous, de votre côté, si est-ce que vous pensez, est-ce que d'ailleurs l'idée de l'hibernation, si hypothétiquement ça passe pour aller dans le futur, bon, j'imagine ça peut être intéressant. Hein. Moi, je ne cache pas qu'aller voir le futur, ça peut être cool. Après, faut se rappeler aussi le monde dans lequel on vit. Est-ce que ça sera pas pire? Je sais pas. Je
pense que j'ai pas vraiment de réponse moi à cette question. Voilà, c'est tout pour ces deux petites news qui sont, c'est vrai, des hors-sujets par rapport à la chaîne. Bon, on se lâche. Je vous rassure, hein, mon but c'est pas de devenir une chaîne spécialisée dans l'espace. J'en ai pas du tout l'étoffe ni les épaules, en tout cas. Mais pour le coup, eh bien, il y a un côté science-fiction qui m'a un petit peu plu. Faut peut-être voir si c'est pas ces articles-là qui ont été taillés comme ça et qu'on est très très loin de cette réalité-là au niveau, par exemple, je pense notamment à l'hibernation. Faut voir un petit peu où est le curseur. Donc je compte sur vous en bas dans les commentaires, à vous les spécialistes qui s'intéressent à ça. Pourquoi pas me faire un retour. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez mettre le pouce en bas. Vous pouvez mettre le commentaire aussi pour dire ce qui ne va pas dans tout ça. Je serais ravi d'avoir votre retour pour devenir encore un peu meilleur. En tout cas, moi, si je l'ai fait aussi pour moi, pour apprendre des choses, mais je l'ai fait aussi dans l'envie de vous transmettre tout ça dans la joie, la bonne humeur et dans le plaisir. En tout cas, merci à ceux qui étaient avec moi sur Twitch, en live, sur le chat, pour vos encouragements. Merci à vous en le replay d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour des vidéos sans doute bien plus classiques. Allez, restez connectés. Ciao tout le monde. Et puis n'oubliez pas, il y a les réseaux sociaux en bas, il y a les Utip, les merci, tout ça, hein, pour essayer de me donner de la force. J'oubliais de vous dire tout ça. Mais allez, à très bientôt. Bye bye tout le monde.